Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce premier épisode de AI Success Story. AI Success Story, c'est ce concept que j'ai décidé de commencer donc à travers cette chaîne YouTube dans le but de passer en revue, comprendre la carrière des grandes personnalités de l'intelligence artificielle. Quelle est la problématique qu'ils ont essayé de résoudre? Comment est-ce qu'ils l'ont résolue? De quel contexte viennent-ils? Qu'est-ce qu'ils ont réussi à générer comme valeur, comme argent? Bref, comprendre dans le but de bien entendu, se renseigner, mieux comprendre la technologie à travers les grandes personnalités qui y ont contribué et surtout de s'en inspirer. Donc, commençons ce premier épisode avec nul autre que le plus jeune multimilliardaire self-made, Monsieur Alexander Wang. Alors, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à utiliser le code promo MEDI20 pour toutes vos utilisations auprès d'Hostinger. Vous avez des offres d'été jusqu'à 80% de remise. Donc, pour tout ce qui est hébergement de site web, VPS, bref, tout type d'utilisation d'e-commerce, outils IA, peu importe, d'automatisation, n'hésitez pas, Hostinger, c'est la meilleure plateforme dans laquelle vous pouvez faire tout ça. Vous avez le lien dans la description. Sinon, vous avez donc le code MEDI20, MEHDI 20, où vous pouvez profiter jusqu'à 80% de réduction et à travers lequel vous pouvez aussi aider la chaîne. Merci. Monsieur Alexander Wang. Franchement, parmi les personnes qu'on va donc traverser à travers cette AI Success Story, c'est peut-être celui qui m'inspire le plus et celui dont je puise le plus de motivation. Il quitte le MIT à 19 ans, donc ça déjà c'est choquant, mais surtout on parle de milliardaire self-made à l'âge de 25 ans, c'était en 2021. Il a eu plus de 100 000 sous-traitants pour sa boîte Scale AI et nous allons y revenir, et 14,3 milliards de dollars investis par Meta dans son entreprise. Voilà juste quelques chiffres que j'ai lancés au début, juste pour vous faire comprendre le contexte dans lequel, ou plutôt ce que ce monsieur a réussi à créer. Mais le plus impressionnant, c'est qu'il n'a jamais construit d'intelligence artificielle à proprement dit, il a simplement vendu ce dont les intelligences artificielles avaient besoin. C'est énorme, c'est impressionnant. Pour un peu plus de contexte, il faut savoir que M. Alexandre Wang est né donc en 1997 et vient d'une ville qui s'appelle Los Alamos dans le Nouveau-Mexique aux États-Unis. Donc, c'est une ville d'à peu près 13 000 habitants, mais ce qui est plutôt spécial, et là, certes, c'est le plus jeune milliardaire self-made, mais attention, il y a quand même un background qui va favoriser toute cette créativité qu'il a ramenée et surtout qui va favoriser sa carrière pour plus tard. C'est que ce monsieur vient d'une ville qui a la plus forte densité de doctorats au monde. D'accord? Donc c'est une ville où pratiquement tout le monde a étudié, pratiquement tout le monde sait résoudre, et c'est une ville de profils très spéciaux. Notamment ses parents, qui sont donc deux physiciens, qui ont travaillé dans un laboratoire national, qui n'est nul autre que le laboratoire du projet Manhattan, donc le projet qui consistait en l'élaboration de la bombe atomique par les États-Unis. Donc déjà là, on se dit, ok d'accord, il s'est fait tout seul, mais le background était quand même bon, le background était solide. Un enfant plutôt normal, très passionné par les mathématiques et le codage, où voilà, c'est un petit peu comme tous les enfants de la région, c'est des enfants qui vont aller faire des concours de codage, des concours de mathématiques, des olympiades de maths, etc. Voilà, jusqu'ici, un enfant qui est donc voué à un très bel avenir, pas à ce qu'il a réussi à faire quand même, et c'est ça qui reste impressionnant. Il a donc tout simplement fait ses études de façon normale et il a intégré le MIT. Avant d'intégrer le MIT, il a eu une petite phase d'ingénieur chez Quora, du coup qui pourrait plutôt être comme une sorte de stage. Et ensuite, il rentre à l'MIT, donc la Massachusetts Institute of Technology, qui est donc l'université de la Silicon Valley, bref, l'université de toutes les grosses têtes de la tech. Sauf qu'au bout d'un an, il repart. Donc au bout d'un an, il repart de la MIT et on va voir pourquoi. Avant de comprendre pourquoi est-ce qu'il quitte l'MIT, il y a quelque chose qu'il faudrait définir, c'est une problématique que personne ne voulait résoudre à l'époque. Donc pendant que lui est dans sa première année de la MIT, il s'est penché sur une vraie problématique qui est que l'IA ne voit rien, il faut lui montrer. Donc en effet, nous on voit maintenant les intelligences artificielles qu'on a comme étant des modèles qui savent tout. Mais à la base, une IA ne sait absolument rien. C'est un algorithme qui est, selon les modèles, puissant, mais un algorithme qu'il faut entraîner. Et ça, personne ne voulait le faire. Et ça, c'était quelque chose qui était difficile à faire. Personne ne voulait le faire. Mais surtout, personne n'avait le regard sur ça. C'était un petit peu, comme on appelle, un vendeur de pelle, en fait. Mais bref, qu'est-ce que donc la notation de l'IA?
comme illustré à travers cette photo-là. À cette époque-là, l'intelligence artificielle était tellement juste un algorithme vide qu'il fallait entraîner. Ce qui se passait à l'époque, c'est qu'on envoyait des photos telles que celle-ci, et il fallait donc, par exemple, encadrer les piétons. Et on allait demander à quelqu'un, à un être humain, donc, qui sait reconnaître un piéton d'une voiture, d'un scooter, d'un feu, tout simplement de contourner tout ça. Donc vous allez venir demander à l'homme, voilà, est-ce que tu peux juste encadrer tous les piétons qu'il y a devant nous? Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'annotation, et ça, c'était le cœur même de l'intelligence artificielle il y a encore de ça quelques années, encore aujourd'hui, mais on va y revenir, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette annotation-là, et à l'époque, elle prenait énormément de temps. Nous parlons d'à peu près 3 minutes par image de travail humain, et pour une voiture autonome à peu près, donc tel que demandé par Tesla, il fallait un traitement de pas moins de 1 million d'images. Donc 3 minutes fois 1 million, il faudrait du coup, facile pour une voiture autonome, 3 millions de minutes de traitement par des êtres humains. 3 minutes payées donc. Et à l'époque, ce travail, il ne s'automatisait pas, et c'est donc ça qui valait vraiment cher. C'était en somme, si on devait vraiment, vulgariser ça, c'est tout le monde allait vers la ruée des modèles d'intelligence artificielle. Pour entraîner ces modèles-là, ben, il fallait tout simplement de l'annotation. L'annotation, c'était la partie chiante, c'était la partie où il fallait gérer l'humain, c'était la partie où, euh, voilà, que aucune boîte des big tech ne voulait faire. Et en fait, c'est là qu'il s'est positionné. Donc voilà, lorsque en 2016, tout le monde court au même endroit, qui est donc construire des modèles, que ce soit OpenAI, Google, Meta ou Nvidia, eh bien, lui, il n'a regardé juste le problème qui est à côté, c'est que sans données, il n'y a pas de modèle, et sans humain, il n'y a pas de données. Et donc lui, c'est vraiment cette problématique-là qu'il a voulu résoudre à un moment où tout le monde se ruait vers la création de modèles purs et durs. Et d'où donc la métaphore Opel, c'est que pendant la ruée vers l'or, ceux qui sont enrichis sont ceux qui vendaient les pelles. Et donc c'est exactement ce qu'il a fait. Lors de la ruée vers les modèles IA, lui s'est tout simplement concentré sur la mise à disposition des pelles, qui était donc l'annotation des modèles pour pouvoir les entraîner donc. Enfin, l'annotation des données pour pouvoir entraîner les modèles. Donc en 2016, comme on a dit, il a fait pendant 1 an la MIT, mais en 2016, il quitte la MIT pour être à fond dans son projet qu'il a donc appelé Scale AI. Il fonde Scale AI avec Lucy Guo et à ce moment-là, il a 19 ans. D'ailleurs, il est incubé par Y Combinator qui n'est rien d'autre que le plus grand incubateur de projets au monde à San Francisco. Et d'ailleurs, à San Francisco, pardon, et d'ailleurs à l'époque, il était géré par Sam Altman lui-même, donc le fondateur de OpenAI. En 2016, c'est ce qu'il fait. De 2018 à 2020, ils vont acquérir les clients, continuer de investir en masse et bien entendu de lever des fonds donc à travers une série 1, série 2, etc. Notamment dans le domaine des constructeurs, de la défense, de la robotique. Bref, ils vont avoir de nombreux clients dans tous les domaines. En 2021, Forbes le désigne donc le plus jeune milliardaire self-made du monde. C'est à ce moment-là, donc à l'âge de 25 ans. Et ensuite, en juin 2025, il y a Meta qui décide de racheter son entreprise Scale AI pour 14,3 milliards de dollars sous conditions précises. Donc, en effet, il y a l'achat de Meta il y a l'achat de Scale AI par Meta de 14,3 milliards de dollars. C'est fou. Euh, mais il y a une condition, c'est que Alexander Wang devienne le Chief AI Officer, donc qui devienne un petit peu le directeur IA de Meta. Donc Meta ici n'a pas vraiment acheté la technologie, ils ont acheté la position et l'homme, mais aussi la data bien entendu, parce que Scale AI pendant 6-7 ans ont annoté énormément de data, et je vous assure que Meta ne va pas louper ça. Donc voilà, il devient le Chief AI Officer de Meta et dirige le laboratoire Super Intelligence de ces derniers. Donc voilà, si on devait retenir de ce profil exceptionnel, qu'est-ce qui a fait que tout simplement il a réussi? Qu'est-ce qui a fait qu'il est sorti du lot? C'était peut-être pas le plus intelligent de son université, c'était probablement pas le plus technique dans l'intelligence artificielle à proprement dit, dans le codage, mais je vous assure qu'à l'heure où on parle, c'est l'une des grosses figures de l'intelligence artificielle. Le premier point, c'est qu'il regarde le problème d'à côté. Là où tout le monde court, la marge a déjà disparu. Donc en fait, il n'a pas fait comme tout le monde à vouloir créer un modèle d'intelligence artificielle. Comme je vous ai dit, il a vendu des pelles.
Le deuxième, c'est qu'il a fait le travail que personne pardon, ne voulait faire. Euh, le travail là où lui, il était positionné, il y avait clairement un blocage. Il y avait un blocage parce que les entreprises ne pouvaient pas continuer leur course vers le meilleur modèle si elles n'avaient pas des données qui étaient correctement annotées. Et lui, du coup, il a réussi à se positionner, facturer à un très bon prix, quelque chose qui est indispensable pour les autres. Et que les autres ne veulent pas faire spécialement. Comme je vous ai dit, les autres, ils se concentrent sur la partie algorithme, le modèle le plus rapide, le mieux, etc. Et eux, avoir de la data de qualité, ils voulaient juste l'acheter. Ils ne voulaient pas créer toute une cellule pour tout simplement commencer à entraîner la data, etc. Et finalement, il a plutôt visé la position plutôt que le produit. Alors ça, c'est pourquoi lorsque en 2025 Meta veut racheter Scale AI, il aurait pu rester sur son produit, continuer à essayer de scaler son entreprise, etc. Non, lui, il a parié sur la position et c'est ce qui lui a réussi à l'heure où on parle. Pour rappel, donc, on se rappelle qu'il y avait Lucy Guo aussi qui avait donc cofondé Scale AI avec lui. Elle a vendu, elle ne s'est pas positionnée dans une grosse entreprise et malheureusement, on n'entend plus parler d'elle. C'est peut-être par choix d'ailleurs, hein, mais ce qui est sûr, c'est que lui, par contre, il a un réel pouvoir à l'heure où on parle. Et donc, parfois, une position vaut mieux qu'un produit, vaut mieux se donner de l'estime à soi-même que donner de l'estime à son service ou à son produit ou à son entreprise. Et pour l'instant, ça lui a bien marché. En bref, il a réussi à regrouper tous ces aspects-là au bon moment, au bon timing. Bien entendu, avec l'aspect technique, on parle quand même de quelqu'un qui a été accepté à l'MIT, qui a donc fait une année entière, quelqu'un qui a gagné des Olympiades de maths, des Olympiades de codage, etc. Donc, il avait la technicité, il a eu les soft skills qui vont avec, il a eu le temps, donc vraiment être au bon moment, et aussi il était au bon endroit. Je suis désolé, lorsque tu es né là-bas, lorsque tu te trouves à la Silicon Valley, lorsque tu te trouves à la MIT à San Francisco plus globalement, tu es aussi au bon endroit. Bref, c'est ce mélange de tout qui a fait que Monsieur Alexander Wang est devenu le plus jeune milliardaire au monde et surtout un- d'une manière vraiment où, comme on dit, il n'a rien vendu, ce monsieur, enfin il n'a rien créé à proprement dit, il a plutôt soutenu des projets qui étaient déjà là. Donc voilà, c'est un petit peu tout pour le personnage et pour ce premier épisode de AI Success Story. Dans le prochain épisode, nous allons parler de l'homme sans qui aucune IA au monde ne pourrait tourner. Et si vous avez une idée de qui ça pourrait être, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Vous allez me dire, attends, mais comment ça, sans lui, aucune intelligence artificielle ne pourrait tourner. En effet, à l'heure où on parle aujourd'hui, il y a un homme sans qui bah, ça n'arriverait pas. Et on se dit rendez-vous la semaine prochaine pour en parler tout simplement. Donc voilà, merci beaucoup et n'hésitez pas voilà, à débattre dans les commentaires, à dire ce que vous en pensez, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne bien entendu et surtout utiliser le code promo Medivin sur Hostinger si jamais vous êtes client d'Hostinger. Donc voilà, merci et on se dit à la prochaine.